Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Photoshop, qui est un logiciel de retouche photo et de création graphique. Donc c'est le logiciel de référence en la matière et ça va être un peu particulier parce que c'est la première fois que je vais faire un tuto là-dessus. Donc avant toute chose je précise que je ne suis pas un pro de Photoshop, je ne maîtrise pas le logiciel à fond et ce tutoriel va s'adresser à des débutants. C'est-à-dire que généralement sur internet on trouve des tonnes de tutoriels sur Photoshop, sauf que c'est axé sur une technique précise, comme par exemple la création d'un logo ou d'une bannière ou quelque chose comme ça. Moi au contraire je vais essayer d'être le plus vaste possible et de vous présenter le logiciel de l'interface graphique et les différents outils qui existent. Donc voilà, donc l'idée ça va être vraiment de vous présenter un peu vraiment les bases. Une fois que vous aurez ces bases, vous pourrez apprendre plus facilement et chercher des tutoriels sur internet pour approfondir vos connaissances. Donc Photoshop, c'est un logiciel qui est sur Windows. Donc là, faites pas attention au-dessus et en dessous. Là, je suis sur Linux, mais j'utilise VirtualBox qui me permet de lancer Photoshop comme ça, quoi. Enfin bon, ça, vous y faites pas gaffe. C'est un logiciel qui est payant et vous pouvez vous le procurer pour une version d'évaluation en 30 jours. Sinon, il faut le payer et c'est aux alentours des 1000 €. Donc c'est le logiciel de référence, c'est pour ça qu'il coûte aussi cher et tout le monde l'utilise. Il y a énormément de tutoriels sur le net, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce logiciel. Et puis on va commencer le tuto. Donc je vous épargne l'étape de l'installation. Donc là on a lancé le logiciel. Donc moi je possède Photoshop CS4, c'est la dernière version à l'heure où je fais ce tutoriel. Si vous avez des versions précédentes, l'interface graphique est légèrement différente, mais globalement ça reste pareil. Donc voilà. Donc Photoshop, personnellement, je vais le découper en plusieurs parties, donc en 4 parties. On aura une partie que je vais appeler la barre d'outils, qui est ici, sur la gauche. Une partie en haut, fichier, édition, tout ça, qui va être une autre barre. En dessous ça, une deuxième partie qui va nous permettre de régler les paramètres sur les différents outils qu'on utilise. Et une dernière partie va être sur la droite, qui va être pour tout ce qui est calque, les réglages des couleurs et tout ça. Donc par défaut, lorsqu'on ouvre le logiciel, on atterrit sur cette page-là. Donc vous voyez que l'interface graphique est vraiment un peu compliquée. Donc pour les débutants, ça risque d'être un peu compliqué, voilà. Donc je vais essayer de vous éclaircir un peu et puis de vous montrer comment ça fonctionne. Donc la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est créer un nouveau document. Donc pour ça, rien de plus simple, fichier nouveau. On peut donner un nom à notre document et on doit définir une largeur et une hauteur. La résolution, généralement, on n'y touche pas. Le contenu de l'arrière-plan, je vous conseille de le laisser sur transparent et je vais vous expliquer un peu plus tard ce qu'est la notion de transparence. Paramètres prédéfinis, vous laissez sur personnaliser. En fait, les paramètres prédéfinis, ça va être papier format US, ça va automatiquement régler les largeurs, la hauteur, la résolution et tout ça. Et d'ailleurs, parlons de ça, c'est que si vous allez sur internet par exemple, on va chercher une image de, je sais pas, mon chien, quelque chose comme ça. Ah merde, là je suis sur Yahoo, donc j'aime pas Yahoo, donc je suis sur Google, voilà. Donc on va aller dans Google Images, on va chercher une image de chien, quelque chose comme ça, quoi. Par exemple celle-là. Je fais copier l'image. Et si je vais dans Photoshop, que je fais fichier nouveau, automatiquement les paramètres prédéfinis se mettent sur le presse-papier. C'est-à-dire que l'image que j'ai copiée dans le presse-papier, eh bien, Photoshop va automatiquement adapter la largeur et la hauteur de telle façon que dès que je fais OK, que je fasse édition coller, ça s'adapte automatiquement et que tout aille normalement. Donc ça c'était le petit détail à savoir. Maintenant je vais pouvoir passer à la suite. Donc moi je vais créer un nouveau document de 800 par 600. Je vais laisser par défaut et je vais faire OK. Avant de commencer, je vais afficher une fenêtre. Donc pour afficher des fenêtres, on va dans Fenêtre et on affiche la fenêtre que l'on veut, donc calque, pour vous expliquer un peu ce que c'est un calque. Donc là vous voyez que le fond de mon image elle est en forme de damier. Donc ça en fait, cette couleur là, enfin ce damier, ça veut dire que c'est de la transparence. Donc la transparence c'est une notion qui va être un peu compliquée à expliquer, mais qui en fait est très simple.
Donc pour vous expliquer cette transparence, je vais créer des nouvelles formes. Donc je vais créer un nouveau calque. Donc je vais expliquer aussi ce que c'est qu'un calque, s'il veut bien, voilà. J'arrive pas. Voilà, calque. Donc là on peut créer un calque en allant dans calque, nouveau calque. Automatiquement elles apparaissent à droite ici, dans la fenêtre des calques. Si vous n'avez pas la fenêtre des calques, vous faites comme moi, comme j'ai fait tout à l'heure, fenêtre, et vous cochez calque. On peut aussi créer un calque en allant ici en bas. Vous avez des petites options, des petites icônes qui permettent de créer des calques. Voilà. Donc je vais créer des formes pour vous expliquer différentes notions essentielles dans Photoshop. Ne vous occupez pas des outils, tout ça. Je vais vous expliquer ça par la suite. Pour le moment, je vais vous expliquer les calques et tout ça. Donc là, je prends une couleur bleue, quelque chose comme ça. Donc vous en faites pas, je vais vous expliquer comment on fait par la suite. Voilà, et en calque 4, je vais mettre une autre couleur. Un petit jaune, voilà. Donc ça. C'était un et voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc, Photoshop en fait il fonctionne de manière un peu spéciale, c'est-à-dire que notre espace de travail est organisé en calque. Donc la notion de calque, ce que je vous conseille de faire, c'est que de vous imaginer un bureau et vous avez plusieurs feuilles de calque. Et sur ces feuilles de calque, vous avez par exemple des rectangles dessinés dessus. Donc là par exemple, j'ai un calque qui est placé tout en haut avec un rectangle bleu dessiné dedans. J'ai un calque qui est placé en dessous du bleu avec un rectangle vert. Et en dessous de ces deux rectangles, j'ai un arrière-plan qui va être constitué d'un fond jaune. Bien, vous constatez que c'est comme dans la vie réelle, c'est-à-dire que le bleu se met au-dessus, en dessous se met le vert et en dessous se met le jaune. Donc là on aborde plusieurs notions. D'abord la notion de transparence. Donc vous voyez que lorsque j'ai ma forme bleue, j'ai une forme bleue et tout autour on va dire que j'ai rien. C'est-à-dire que j'ai de la transparence. Donc la transparence, vous pouvez faire l'analogie avec une vitre. Donc c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que lorsque vous regardez à travers une vitre, c'est transparent, vous voyez ce qu'il y a derrière. Si vous mettez votre main devant la vitre, ce qu'il y a derrière votre main, vous ne le voyez pas, parce que la main elle est opaque. Ben là c'est pareil. Ici là j'ai de la transparence tout autour et mon carré bleu, enfin mon rectangle bleu, il est opaque. Donc ce qu'il y a en dessous, je ne peux pas le voir. Par exemple si j'affiche le rectangle vert, vous voyez qu'ici dans cette zone là, le rectangle vert normalement est continu mais il est en dessous. Mais je ne peux pas le voir étant donné que le bleu est au-dessus. Donc là vous apprenez plusieurs choses. Déjà, la première c'est la transparence, donc c'est-à-dire la transparence, dès qu'il y a de la transparence, ben on peut voir s'il y a à travers, donc on peut voir les calques inférieurs. Voilà, donc là je peux le voir. Tandis que si je mets un calque jaune et que je le mets au début, le calque jaune, mais je vois rien parce qu'il n'y a rien de transparent dans ce calque. Donc voilà. Et la deuxième notion qu'on peut voir, c'est que l'ordre des calques est important. C'est-à-dire que le calque bleu il est au-dessus du vert, et si j'intervertis cet ordre-là, le vert passe au-dessus du bleu. Donc j'espère que vous avez compris, c'est comme des notions assez difficiles à expliquer, mais c'est franchement simple. C'est juste compliqué à expliquer, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez qu'ici, j'ai mes deux formes. Tout autour, j'ai la transparence. Donc du coup, si je mets un fond jaune, eh bien, à la place de la transparence, j'aurai le fond jaune. Voilà. Donc là, j'espère que vous avez compris ça, parce que c'est vraiment une notion qui est essentielle. Une autre petite notion qui est pas mal aussi, c'est l'opacité. Donc ça va compliquer un peu les choses. L'opacité, en fait, ça va être le taux de visibilité d'une image. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'une image va être plus ou moins visible. Donc, par exemple, mon carré bleu, je vais prendre un exemple concret pour vous montrer. Mon carré bleu, si je diminue son opacité, petit à petit, on va pouvoir voir le rectangle vert qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il va être un peu transparent. Il va être transparent et bleu à la fois, en fait. Et si je réaffiche mon calque jaune qui est tout en bas, et bien le bleu va se mélanger avec le jaune. Parce qu'il n'est pas opaque à 100%. C'est-à-dire qu'il va être légèrement transparent. S'il est opaque, on ne voit plus rien. Si on met un peu de transparence, si on diminue l'opacité, la transparence va apparaître un peu. Donc voilà. Concrètement, ça fait ça. Donc je ne sais pas tellement comment le définir, donc je pense qu'en regardant la vidéo, en voyant ce que ça fait directement sur l'écran, vous comprenez. Donc je ne vais pas non plus trop insister là-dessus. Un autre petit détail, c'est que on peut modifier les modes de fusion des calques.
Donc ça, je peux pas vous faire d'exemple concrètement, enfin je peux pas vous prendre une analogie avec la vie réelle. C'est une notion qui va être un peu plus abstraite, c'est-à-dire que là, je mets deux calques, et on voit que ces deux calques se croisent en fait au centre ici. On voit que le calque bleu va passer, le calque vert va passer en dessous du bleu. Donc on pourrait imaginer ici ça se croise. Et en fait on peut modifier ce croisement, c'est-à-dire qu'on peut modifier la façon dont se comportent les éléments lorsqu'ils se croisent. Pour cela, eh bien, on va ici dans le petit menu déroulant, et c'est les modes de fusion. Et en modifiant ces modes de fusion, donc je vais désactiver le jaune pour l'instant, vous voyez que à l'endroit où ça se croise, les deux calques s'ajoutent mais de manière différente. Donc par défaut c'est le mode normal, c'est-à-dire que le bleu passe par-dessus le vert. Et ensuite il y a d'autres modes où les deux se mélangent ou des... Voilà, je ne peux pas trop vous expliquer ce que c'est. C'est quelque chose qui permet de faire ça en fait, tout simplement. Et vous remarquez que si je mets mon calque jaune en bas, et bien mon calque bleu va aussi se mêler différemment avec le calque jaune. Donc vous voyez qu'ici, il fait des additions de couleurs ou des... voilà. Donc généralement, on utilise ces modes de fusion lorsqu'on veut incruster un élément dans une image ou dans une photo. Et généralement, on joue là-dessus pour le rendre le plus naturel possible, c'est-à-dire pour l'incruster du mieux qu'on peut. Voilà, donc là, c'est des petites notions qui sont assez essentielles sur Photoshop. Et puis, je pense que vous avez compris un peu l'essentiel de ça. Et je vais continuer le tutoriel en présentant les autres parties du logiciel. Donc dans Fichier, on peut aussi ouvrir une image, donc Fichier, Ouvrir, et on va chercher une image. Là par exemple, une image de voiture. Je vais ouvrir une deuxième image pour la suite du tutoriel, celle-ci. Donc vous remarquez qu'en haut, j'ai des onglets un peu à la manière de Firefox qui sont... Je peux naviguer entre les différentes images en cliquant sur les onglets. Voilà, je vais fermer cette image. Et puis voilà. Donc vous remarquez que dès que j'ouvre une image, il y a un calque arrière-plan qui se crée, et sur ce calque arrière-plan il y a une espèce de petit cadenas, ça veut dire qu'il est verrouillé. Généralement on le déverrouille en cliquant deux fois dessus et on fait OK. Et notre calque se renomme en calque 0. Voilà. Ensuite dans Fichier on a enregistré sous et enregistré pour le web et les périphériques. Donc en fait il faut savoir que lorsqu'on enregistre une image, généralement on perd notre organisation en calque comme ceci. C'est-à-dire que si je fais fichier enregistrer sous, si j'enregistre au format Photoshop, c'est-à-dire .psd, que je fais enregistrer, là je vais garder mon arborescence de calque. C'est-à-dire que si je réouvre le fichier, je vais le réouvrir comme tel, comme je l'ai à l'écran là. Par contre, si j'enregistre en format JPEG, par exemple fichier enregistrer sous, et là je vais enregistrer au format JPEG, et que après je souhaite réouvrir mon fichier JPEG, mais vous constatez que j'ai plus les calques et sont tous été fusionnés en un seul calque qui s'appelle maintenant arrière-plan. Donc lorsque vous faites le rendu de votre image, je vous conseille d'enregistrer en JPEG ou un autre format ou avec un autre format qui convient. Lorsque vous voulez enregistrer votre image pour continuer les travaux par la suite dessus, je vous conseille de l'enregistrer en PSD parce qu'on garde toute l'arborescence, tous nos calques, on garde tout. Donc après c'est beaucoup plus pratique pour modifier. Par exemple, là, je peux désactiver la vue de ce calque. Donc, j'ai oublié de préciser, mais je pense que ça se voit d'un coup. C'est qu'à côté des calques, il y a des petits yeux comme ça. Et quand je clique dessus, ça affiche ou pas le calque, tout simplement. Donc, voilà. Un autre petit truc sympa à savoir aussi, par exemple, c'est que là, j'ai une image avec de la transparence. Si on enregistre cette image en JPEG, enregistrer sous JPEG, voilà, que je fais enregistrer. Donc là je peux pas. Il faut que je change le nom étant donné qu'il y a un conflit. Voilà, je mets JPEG. Voilà, 2. Non, j'ai encore fait une bêtise. Je veux aller trop vite. Voilà, JPEG. Et JPEG 2. Voilà. Donc là vous voyez que normalement j'ai de la transparence derrière. Et quand j'enregistre l'image en format JPEG et qu'ensuite je l'ouvre, vous voyez que le fond transparent se transforme en fond blanc. En fait, pour garder la transparence, il y a un format de fichier qui convient, c'est le format .png. Donc si vous avez une image transparente et vous souhaitez conserver cette transparence, vous faites fichier, enregistrer sous,
et vous enregistrez en format .png. Voilà. Et en enregistrant en format PNG, donc si je la retrouve, enregistrer sous .png, je vais recommencer parce que je sais plus comment je l'ai appelé en fait. Voilà. Et voilà. Donc si j'ouvre l'image ensuite au format .png, celle-ci, vous voyez que l'arrière-plan il est transparent. En fait cette transparence est utile lorsqu'on fait des sites web. Donc, je vais en venir au site web. Concrètement, où est-ce que je peux montrer des exemples? Par exemple sur ma page Dailymotion. Voilà. Je vais sur ma page Dailymotion. Vous allez remarquer que j'ai une bannière. Attention, là j'ai ma bannière. Et en fait le fond de ma bannière il est transparent. Donc je sais pas comment je peux vous le montrer. Je vais enregistrer la page sur le bureau. Voilà. Démarrer poste de travail et je vais aller sur le bureau. Donc là c'est un peu galère parce que j'ai utilisé VirtualBox et c'est un peu une galère. Les images. Ouais, je l'ai enregistré sous le bureau, mais voilà, je vais aller sur mon bureau, je vais juste vous montrer quelque chose vite fait. Pour vous montrer l'utilité de la transparence en fait. Voilà. Il faut que je retrouve mon fichier bannière. Que je ne trouve pas bien sûr. Donc là je sais plus où il est, je le retrouve pas, donc tant pis. Donc en fait le truc c'est que l'arrière-plan en fait de ma page Dailymotion il est noir et ma bannière est transparente. Donc vous voyez que quand je passe, en fait ma bannière est transparente, c'est-à-dire que à la place d'avoir un fond blanc, j'aurai le fond de ma bannière va s'adapter à la couleur de la page qui est derrière, tout simplement. Donc en web ça sert à ça. Donc je sais pas si vous avez compris, de toute façon je mettrai un petit exemple sur le blog, j'en reparlerai sûrement. Pour l'instant on va retourner à Photoshop qui est l'objet de ce tuto. Donc là on a fait le tour de fichiers. Il y a aussi enregistrer pour le web et les périphériques. Donc ça en fait, lorsqu'on fait enregistrer sous, en fait, notre image va être enregistrée, mais elle va garder toutes ses qualités. C'est-à-dire qu'elle va être enregistrée avec une qualité optimale. Elle va faire quelques 5-6 MO par exemple, mais on n'aura pas de perte de qualité. Donc si vous mettez une image de 5-6 MO sur un site web, ça va mettre très longtemps à charger. Donc, pour faire ça, et pour en fait optimiser le chargement, on fait fichier, enregistrer pour le web et les périphériques, et automatiquement on va enregistrer notre image pour le web, et du coup elle va perdre en taille. Donc à la place de faire par exemple 5-6 MO, elle va faire quelques centaines de kilooctets. On n'aura pas une grosse perte de qualité, et en fait ça permettra de charger une page web plus rapidement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant dans édition, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais afficher ma fenêtre de calque parce que j'aime bien la voir. Voilà. Dans édition, on a couper, copier, coller. Alors copier fusion, c'est quelque chose qui est assez sympa. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur Photoshop, il faut travailler sur des calques. Par exemple ici, vous voyez que je me place sur le calque numéro 3. On reconnaît où je suis sur un calque parce qu'il est coloré un peu en bleu comme ça. Et lorsque j'utilise des outils, ça va utiliser ces outils sur le calque numéro 3. Donc vous voyez que c'est sur le calque numéro 3. Voilà. Et là, je vais en profiter pour vous montrer un petit truc. Donc là, par exemple, j'ai fait une bêtise, on va dire. Ça, je voulais pas le faire. Comment je fais pour revenir en arrière? Édition, aller vers l'arrière. Je peux faire aussi pareil pour aller vers l'avant pour recommencer. Et là, je vous conseille de retenir ce raccourci qui est très utile. C'est CTRL-ALT-Z. Et c'est le raccourci pour revenir en arrière. Voilà. Donc comme je disais, lorsqu'on travaille sur Photoshop, on travaille sur des calques. Donc lorsque je sélectionne ce calque, ça veut dire que je travaille sur ce calque. Et lorsque par exemple je veux copier quelque chose, je fais une sélection et que je copie quelque chose. Donc là vous voyez que j'ai un peu du morceau vert qui est sélectionné. Sauf que étant donné que je travaille sur ce calque, si je fais édition copier, et qu'ensuite je fais édition coller, vous remarquez que quand je colle, la partie verte qui est au-dessus n'apparaît pas. Parce que dans le calque numéro 3, ici que j'ai sélectionné pour copier mon image, en fait, il n'y a pas de partie verte. Et si je veux sélectionner, en fait, comme à l'écran, on va dire,
Par exemple, si je fais cette sélection-là et que je veux sélectionner à la fois le bleu et à la fois le vert, je fais édition, copier avec fusion. C'est-à-dire que ça va fusionner les calques en le copiant. Et si je fais CTRL-V pour coller, et CTRL-T pour déplacer, voilà. Cette fois-ci, j'ai bien les deux. Donc ça, c'est la petite nuance que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est assez important, parce qu'au début, personnellement, j'ai beaucoup galéré là-dessus. Je copiais par exemple, je voulais copier quelque chose comme ça, je faisais simplement copier, et j'avais pas le morceau vert qui était au-dessus, là, donc j'ai galéré quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est pour expliquer le copier-cueillon. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les transformations. Donc les transformations, je vais questionner avant. Les transformations, ça permet de faire des transformations mathématiques. Donc là, c'est quelque chose qui est sympa aussi. Par exemple, si j'ai rien sélectionné ici, si je vais dans édition, je peux pratiquement rien faire, tout est grisé. En revanche, si je sélectionne un calque, je fais édition, transformation, et là, j'ai des options supplémentaires qui s'ouvrent à moi. Donc dans les transformations, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des transformations pour mathématiques, c'est-à-dire des rotations et des symétries, des torsions, des perspectives, des formations, tout ça. Donc pour vous montrer plus concrètement comment ça fonctionne, je vais prendre une image plutôt, voilà. Là par exemple, je fais édition, donc je sélectionne mon calque avant, édition, transformation, puis là je peux faire par exemple une symétrie d'axe horizontal. Et ça me donnera quelque chose comme ça. Si je fais CTRL Alt plus Z pour annuler, transformation, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Une rotation à 180 degrés, ça donne ça. Et puis voilà. Ensuite, donc là, je vais pas tout vous expliquer, hein, c'est assez intuitif, on va dire. Ici, transformation manuelle. Donc transformation manuelle, personnellement, je m'en sers pour rétrécir des images. Donc là, si je fais ça, vous remarquez que j'ai des poignées qui apparaissent sur chaque bord de l'image. Et en allant sur cette poignée, en fait, mon curseur devient différent. Et que je peux rétrécir l'image comme ça, et la transformer un peu comme je veux. Donc vous remarquez que là, mon image se transforme, mais sans garder les proportions. Si je veux garder les proportions, il faut que j'appuie sur la touche Shift. Et là, je rétrécis ou j'agrandis en gardant les proportions de l'image. Donc la touche Shift, si vous ne savez pas ce que c'est la touche qui est au-dessus de CTRL, celle-ci là. Et puis voilà. Dans édition, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout ce qu'on utilise, enfin tout ce que moi j'utilise. Remplir les contours, ça peut être utile à certains moments, mais je ne vais pas trop vous montrer ça pour le moment. Ceci pour des utilisations un peu plus avancées. Donc en fait, après on a un nouvel onglet qui est celui-là, qui est l'onglet Images. Donc l'onglet Images, c'est plus réservé pour des photographes. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Un photographe qui prend des photos, généralement il les retouche sur Photoshop, et lorsqu'on prend une photo qu'on a ratée, par exemple elle est trop claire ou pas assez claire, ou les couleurs sont pas naturelles, et bien généralement on passe par Images, et dans les réglages on a une panoplie d'outils qui vont nous permettre de régler un peu les couleurs de l'image, augmenter la luminosité. Voilà. Donc là je vais vous montrer par exemple luminosité contraste, c'est un petit outil. Là j'ai la cage aperçu qui est cochée, et si j'augmente la luminosité, vous allez voir que ça fait en temps réel. Vous voyez que l'image s'éclaircit un peu. Pareil pour le contraste, je peux augmenter le contraste ou le diminuer au contraire. Là je peux diminuer la luminosité. Voilà. Et je fais OK pour appliquer mon filtre. Voilà. Je fais CTRL Alt Z pour revenir en arrière. Ensuite, dans le réglage, encore d'autres trucs. Par exemple, le niveau. Donc le niveau, c'est une manière un peu plus professionnelle de régler les couleurs de son image. Donc là, vous voyez. Donc ça, le niveau, c'est un outil que j'utilise pas souvent, donc je ne pourrais pas trop vous en parler. Mais il faut savoir que c'est utile pour régler les couleurs d'image en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne vais pas tout vous montrer, hein, je vais vous montrer ce que je connais un peu. Teinte de saturation, donc celui-là je l'utilise pour faire des créations graphiques. C'est pas trop pour la photographie ça. Quoique ça peut donner un petit effet sépia sympa, quelque chose comme ça. Donc en fait ça permet de donner une teinte générale à l'image. Donc ça nous permet d'avoir des images un peu futuristes ou des machins comme ça, quoi. Pour faire des bannières, des trucs comme ça, c'est très pratique pour colorer un texte ou quelque chose comme ça. Voilà.
Ensuite, on a les habituels effets noir et blanc, négatif. On a une balance des couleurs, une désaturation, voilà. Donc, ça en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pour un peu pour les photographes amateurs ou pros. C'est pour régler les couleurs de votre image et corriger une image en fait. Ensuite, dans Mode, on retrouve ce qu'on avait lorsqu'on crée une image. Voilà, lorsqu'on crée une image fichier nouveau, vous vous rappelez qu'on avait un mode ici, ben on le retrouve dans Image, Mode. Ça, on ne s'en sert pas souvent non plus. Ensuite, un outil qui est sympa, c'est taille de l'image. Taille de l'image, en fait, nous permet de redéfinir la taille de l'image en gardant les proportions et de manière précise. C'est-à-dire que j'entre directement une largeur, par exemple 800, et automatiquement, ça s'adapte. La hauteur passe à 600, ça garde les proportions. Et si je fais OK, ça réduit mon image. J'étais Alt Z pour revenir en arrière, comme d'hab. Je peux aussi définir un pourcentage. Donc là, je vais la réduire à 50% par exemple. Donc je la réduis de moitié et ça fait ça. Voilà. Je peux aussi, si je veux pas conserver les proportions, ben je clique sur la petite flèche ici ou là et je ne conserve pas les proportions. Voilà, c'est à peu près tout. Dans Image, on peut faire rotation de l'image. Donc là, ça fait une rotation de l'image. Bon, c'est utile de temps en temps. Et puis j'ai à peu près fait le tour de cet onglet là aussi. Calque, donc le calque c'est pour créer des calques, donc calque vocal par exemple, et je crée un calque qui va apparaître sur la droite. Une deuxième manière de créer un calque, c'est en allant ici en bas avec la petite icône et je crée un calque. Rien de bien compliqué. Parlant des calques, je vais revenir sur mon petit dessin là, ici. Dans l'onglet calque aussi, on a une option qui est fusionnée avec le calque inférieur, c'est-à-dire que le calque 3. Il peut se fusionner avec le calque 2, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir deux calques, j'en aurai un seul. Donc si je fais ça, calque, fusionner avec le calque inférieur, vous voyez que mes deux calques se réunissent en un seul. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'après, on ne peut pas modifier nos formes comme on veut. Mais bon. Voilà, il faut savoir que ça existe. Généralement, on préfère travailler avec beaucoup de calques, parce que lorsqu'on veut modifier quelque chose, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, là, je peux afficher ça. Enfin, c'est beaucoup plus facile de modifier un élément sur un calque que modifier un élément sur une image où il n'y a pas de calque. On peut aussi aplatir l'image. Donc, aplatir l'image, je dois fusionner tous les calques en même temps. Voilà. Je reviens en arrière en faisant CTRL Alt plus Z. Donc je reviens sur mon image de New York, là, vite fait. Donc l'onglet calque, c'est comme ça que je l'utilise. Toutes les autres options, personnellement, je ne les utilise pas. Sélection, donc ça c'est pour tout ce qui concerne les sélections. Donc je vais en profiter pour parler des outils de sélection et je vais parler d'une technique qui s'appelle le détourage. Donc les sélections. Lorsque vous avez une image, vous pouvez décider de sélectionner des éléments dans une image. Par exemple, je peux sélectionner un bâtiment, quelque chose comme ça. Donc on a plusieurs manières de sélectionner un élément dans une image. Généralement, c'est les trois outils qui sont en haut ici, là, qui nous permettent de sélectionner des éléments. Donc là, j'ai l'élément rectangle de sélection. Un rectangle de sélection, mais comme son nom l'indique, ça fait un rectangle de sélection. Ensuite, ces sélections, je peux travailler dedans. Je peux la copier et la coller. En faisant ça, comme ça, je la copie, je la colle. Voilà. Je peux aller plus loin, quelque chose comme ça. Donc automatiquement, quand je colle une image, en fait, ça me crée un nouveau calque, ici, comme vous voyez. Voilà. Donc après, en fait, quand on fait une sélection, c'est pour travailler dedans ou copier un élément, en général. Donc comme vous le remarquez ici sur mes outils, dans les outils, en fait, lorsqu'ils possèdent une espèce de petite flèche noire en bas, ça veut dire qu'ils ont des options supplémentaires. Donc c'est-à-dire que si je fais un clic droit dessus, je peux faire des outils, je peux avoir accès à un outil qui s'appelle ellipse de sélection. Ellipse de sélection, ça permet de faire des ellipses pour sélectionner un élément. Une autre petite chose qui est sympa aussi, c'est que si je reste appuyé sur la touche Shift, donc celle-ci là, je fais à la place d'une ellipse un rond parfait. Donc là je reste appuyé et je fais un rond. Pareil pour le rectangle, là, si je reste appuyé, ça fait un carré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
outil rangé, donc outil rectangle de sélection une rangée. Donc ça va faire un rectangle horizontal qui va prendre un pixel de hauteur. Celui-là en bas, ça fait un rectangle vertical qui fait un pixel de largeur. Donc c'est à peu près tout pour cet outil-là. Vous remarquez aussi qu'on peut ajouter des sélections en trait, c'est-à-dire que je fais une sélection rectangle. Si je clique sur la touche Shift, je peux ajouter une sélection, c'est-à-dire faire des sélections plus compliquées. Voilà. Donc sélection, ça ajoute. En cliquant sur la flèche ici en haut, je peux déplacer la sélection, c'est-à-dire que si je fais ça, je déplace. Voilà. On double-clique, on fait CTRL Alt Z pour revenir en arrière parce qu'on a fait des bêtises, on va dire. Voilà. Et de la même manière, si j'appuie sur la touche Alt, je peux enlever une partie de la sélection. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai un rectangle, et ce qui est au milieu là ne sera pas pris. Donc je vais vous montrer ce que ça fait si je déplace, vous voyez. Donc là, vous voyez qu'au milieu là, ici, j'ai un trou, parce que j'ai décidé d'enlever ce trou-là à la sélection. Voilà. Pour désélectionner, on fait CTRL D, ou on passe par le menu sélection, désélectionner. On peut tout sélectionner aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux techniques de détourage. Donc le détourage, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui permet en fait d'enlever un élément à son arrière-plan. Donc je vais vous montrer avec un exemple concret. Par exemple, la voiture, là je l'aime bien. Et en fait, l'arrière-plan, il m'embête. Tout ce qui est autour de la voiture, ça m'embête. Comment je fais pour isoler la voiture de l'arrière-plan? Et bien, je fais ce qu'on appelle un détourage. Pour effectuer un détourage, on a deux techniques. On a même plus, mais bon, j'en connais deux. Une technique qui utilise le lasso polygonal, qui est ici. Clic droit, donc outil lasso polygonal. Et une technique qui utilise l'outil plume. Donc je vais d'abord vous montrer avec l'outil lasso polygonal. Donc l'outil lasso normal, qu'est-ce que c'est l'outil lasso normal? Ça permet de faire des tracés à main levée comme ça. Donc ça peut être sympa si vous avez une tablette graphique. L'outil lasso magnétique aussi, ça permet de faire des tracés mais de manière un peu plus compliquée, c'est-à-dire que c'est un outil qui va suivre en fait les lignes de la voiture. Par exemple, vous voyez qu'ici ça suit un peu les courbes de la voiture. Donc là ça suit. Bon, c'est pas un outil qui est très. Ça peut être sympa comme outil, mais personnellement je ne le maîtrise pas. Donc voilà. Et l'outil que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'outil lasso polygonal. Donc le lasso polygonal en fait. Donc il faut zoomer assez gros sur l'image. Donc pour zoomer, on a la petite loupe qui est ici. On a en haut le plus, donc là la loupe. En haut on a plus ou moins pour dézoomer ou zoomer. En faisant un clic droit aussi, on peut adapter l'image à la taille de l'écran. On peut aussi adapter l'image, enfin mettre la taille réelle de l'image. Voilà. Donc moi je vais zoomer en avant pour pouvoir un peu voir les détails et faire des contours très jolis. Donc comment on fait? L'outil. Voilà. Donc on sélectionne l'outil lasso polygonal, on fait un clic gauche avec la souris et on suit un peu les courbes de la voiture et on clique, ainsi de suite. On clique, voilà, et on fait des portions, on fait des segments. C'est-à-dire qu'on clique et dès qu'on a une forme arrondie, on augmente le nombre de segments et on aura quelque chose d'un peu plus précis. Donc là vous voyez que je clique, voilà, et ça marche comme ça. Et ça me permet en fait de détourer une voiture ou un élément, ce que je veux en fait. Et on peut faire comme ça des photomontages, c'est-à-dire que sur une photo de famille par exemple, vous pouvez ajouter un membre de votre famille en le détourant sur une photo et en l'ajoutant comme ça, en faisant un copier-coller. Donc là je sélectionne de manière vite fait, hein. Normalement il faut prendre du temps pour ça. Donc là c'est pas très propre ce que je fais, mais c'est pas bien grave. C'est pour le tuto, c'est pour vous montrer la technique. Voilà. Donc là je fais une gaffe à bien prendre le... Voilà, je fais ça. Donc c'est un outil qui est assez facile à prendre en main quand même. Une fois qu'on le maîtrise un peu, on peut faire des choses qui sont vraiment très sympas avec. Ça c'est un outil que j'utilise très fréquemment. Et c'est vraiment super pratique. Parce que généralement lorsqu'on travaille sur Photoshop, on prend des images sur internet. Sauf que la plupart du temps on a un vieux fond qui est tout pourri. Et il faut qu'on isole un élément de ce fond. Donc pour cela j'utilise cette technique. On a aussi l'outil plume qui est très sympathique aussi. Qui est un peu plus utilisé que ma technique à moi là, du lasso polygonal.
Sauf que l'outil plume, je vous l'avouer, je le maîtrise pas totalement. Donc je vais vous montrer comment on s'en sert, mais c'est pas mon truc. Donc là je vais terminer. Donc pour terminer notre sélection, qu'est-ce qu'on fait? On revient au point de départ. Donc là, voilà. Je sélectionne à la va-vite. Je reviens sur mon point de départ, je clique. Et là on voit que j'ai une sélection. Si vous avez passé du temps à faire une sélection comme ça, ce que je vous conseille de faire, premièrement, c'est aller dans sélection, mémoriser la sélection. Ça va permettre de mémoriser tout simplement la sélection. Donc là voilà, je vais taper 1 et on fait OK. Comme ça, si je la désélectionne par mégarde, tout ce que j'ai à faire, c'est sélection, récupérer la sélection, couche numéro 1 et je récupère. Et voilà. Si vous avez perdu votre sélection, par exemple, si vous avez cliqué 2 fois à la place d'une fois, lorsque vous avez rejoint les deux morceaux, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, et que vous avez perdu la sélection, vous faites un CTRL Z et ça reviendra en arrière. Donc au fait, maintenant que j'ai fait la sélection, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Avant, je vais déverrouiller ça, voilà. Soit je fais CTRL C, CTRL V, et je colle ma voiture dans un nouveau calque. Donc là, vous voyez que c'est pas très propre, comme là, on voit des petits détails et tout. Bon, c'est fait là vite. Vous voyez aussi les reflets là, puis dans la vitre arrière, c'est pas top. Enfin bref. Soit au contraire, une fois que vous avez vos sélections, donc je vais les récupérer du coup. Voilà. Ça vous faites sélection, intervertir, et automatiquement en fait cette option va permettre d'intervertir la sélection. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça, vous avez une sélection et ça va prendre tout ce qu'il y a autour de la sélection. Donc en fait, vous avez, comment expliquer de manière simple? Ça va tout prendre sauf la sélection. Et une fois que vous avez tout pris sauf la sélection, vous faites supprimer et vous avez votre voiture sur un fond transparent. Et ensuite, vous pouvez la recadrer, mettre à nouveau à l'air-plan, mettre un dégradé, quelque chose comme ça derrière. Donc par exemple, j'en profite pour vous montrer l'outil dégradé. Donc l'outil dégradé, en fait, c'est l'outil pot de peinture. Donc l'outil pot de peinture, ça permet de remplir une zone avec une couleur uniforme. Et l'outil dégradé, ça permet de faire un dégradé. Donc pour contrôler le dégradé, ici on a des options, comme vous le voyez. Donc ici je peux cliquer là et choisir le dégradé que je veux. Ici j'ai différents types de dégradés. Comme vous voyez, je peux faire un dégradé. Et vous remarquez que mon dégradé s'applique qu'à la zone que j'ai sélectionnée. C'est-à-dire que la voiture ne prend pas de dégradé. Elle n'a pas de dégradé sur la voiture. C'est tout autour parce que j'ai sélectionné tout autour, tout simplement. Voilà, je vais faire des dégradés. Je vais faire un autre type de dégradé, quelque chose comme ça, voilà. Un truc dans le genre. Quelque chose de sympa qui est dégradé aussi, c'est qu'on peut faire des dégradés bien droits ou bien perpendiculaires. Donc pour cela, il faut rester appuyé sur la touche Shift et vous voyez que mon dégradé il part d'une manière bien droite. Si je vais vers le haut, ça part de manière bien perpendiculaire. Ça peut partir aussi bien à 45 degrés comme ça. Voilà. Et les degrés qui sont assez précis comme ça. Voilà, je peux faire des dégradés comme ça, voilà. Ensuite le dégradé, un autre petit détail, c'est qu'ici les couleurs j'ai noir blanc. Si je prends une couleur jaune et je sais pas moi, rouge, ça va me faire un dégradé jaune et rouge. Donc ça c'est bien moche mais c'est pas grave. Voilà. Donc je reviens en arrière. Parce que j'ai fait plein de trucs qui servent à rien. Donc là j'appuie comme un gros taré. Et là on remarque que je ne peux plus aller en arrière. Donc oui, j'ai oublié d'expliquer, c'est que si on veut revenir en arrière, il y a une limite. C'est-à-dire qu'il y a un historique de ce qu'on fait dans Photoshop. Et cet historique est limité à un certain nombre d'éléments. Par exemple à 50 actions. Et je ne pourrais pas revenir en arrière de plus de 50 actions. Donc faites-y bien attention. Donc voilà, vous avez détouré un élément avec l'eau de lasso polygonal. Vous pouvez faire la même chose avec l'outil plume, donc ça se ressemble. Par exemple, je vais détourer ça, voilà. Sauf que l'outil plume permet de faire des courbes de Bézier. Donc les courbes de Bézier, c'est des courbes particulières. Donc pour l'outil plume, je sélectionne ici. Je fais bien attention à ce que c'est coché là en haut, ici. Et ça marche à peu près pareil que l'outil lasso polygonal, sauf que dès que j'ai des formes arrondies, je vais ici, je reste appuyé. Et vous voyez que je peux faire des espèces de tangentes arrondies. Voilà. Et qu'ensuite je peux faire des choses comme ça, voilà.
Sauf que moi c'est un outil que je maîtrise pas totalement, donc là vous voyez que je galère un peu déjà. Donc là voilà. Donc ça permet de faire des arrondis en fait, ça permet de faire des sections un peu plus propres peut-être. Donc ça c'est un outil qui est apprécié des gens qui font du design. Donc comme je l'ai dit, personnellement je le maîtrise pas, donc je pourrais pas tellement vous expliquer. Tout ce que je sais c'est que ça peut faire des arrondis comme ça, et que c'est vraiment quelque chose qui est très précis. Et ça permet aussi de travailler en image vectorielle. Donc l'image vectorielle c'est une image en fait qui va être ça va être une image, comment dire, mathématique. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est une image qui va, contrairement à une image avec des pixels, l'image vectorielle sera définie par des formes mathématiques, c'est-à-dire qu'après on pourra l'agrandir à l'infini, puisqu'avec des équations mathématiques on n'aura pas de perte de qualité. Donc voilà une brève définition d'une image vectorielle. Donc personnellement je ne travaille pas en image vectorielle, je ne pourrais pas tellement vous aider là-dessus. Donc là vous voyez que je fais un étourage à l'arrache parce que ça m'énerve un peu. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc pareil avec l'outil plume, pour revenir, il faut revenir au point de départ. Donc voilà, là je fais un point ici, je reste appuyé et je peux faire des arrondis. Voilà, après je peux partir par là. Donc là vous voyez que j'ai un petit défaut, c'est que là ça part comme ça. Comment éviter ça? Eh bien, lorsque vous faites un arrondi, mince, là j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Voilà. Voilà. Donc lorsque vous faites un arrondi, par exemple, voilà, je clique ici, mince. Voilà, je clique, je fais un arrondi. Vous voyez qu'en fait, j'ai deux espèces de petites barres ici. Donc je vais annuler. Et c'est ça qui me permet de définir mon arrondi. Et si je clique sur Alt, la barre elle se tourne comme ça. Et si je la tourne vers là, automatiquement mon tracé sera bien mis pour la prochaine fois. Voilà. Donc là, ouais, bon, la base elle est mal prise, mais c'est pas grave. Et là, en fait, il faut que je retourne sur mon premier point d'ancrage. Et là, vous voyez que mon curseur se change un tout petit peu, qui a une espèce de petite forme ronde. Et voilà, je reviens comme ça. Et là, j'ai ma sélection. Donc, elle n'est pas très belle cette sélection. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Et comment je fais pour récupérer cette sélection? Eh bien, je vais dans Tracer, ici. Et ici, j'ai ça. Et je peux récupérer ma sélection en tracé, comme tout à l'heure. Et après, ça marche de la même manière que tout à l'heure. Je peux faire sélection, intervertir et supprimer tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et puis voilà. Et en fait, l'outil plume aussi, il est utile pour faire des formes un peu bizarres. Ou faire des espèces d'effets lumineux. Donc je vais vous montrer ça vite fait. C'est-à-dire que si je peux faire des formes comme ça, un peu arrondies, qui sont bien belles. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai une espèce de forme un peu futuriste, on va dire, quelque chose comme ça. Et si je fais un clic droit, je peux mettre du contour. Je peux faire un contour. Donc un contour de forme, voilà. Et j'aurai un contour qui c'est tout autour. Je peux mettre aussi définir un fond. Donc avec une couleur, par exemple, je sais pas, du rouge, voilà. Et j'aurai une couleur de fond rouge. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc moi je vais annuler ça parce que j'ai pas envie de faire ça sur l'image. Donc voilà, vous avez appris à utiliser l'outil plume un peu. Enfin du moins comment moi j'utilise, mais je suis pas un pro là-dessus. Je suis pas un pro de la plume, donc je vous conseille de lire les tutoriels sur internet. Je vais en mettre sur le site, ne vous inquiétez pas. On a aussi cet outil-là permet de sélectionner. Voilà. Cet outil-là en fait permet de sélectionner mais avec les couleurs. C'est-à-dire que ça marche un peu comme le pot de peinture. Par exemple, vous voyez qu'ici mon fond est noir. Il est bien noir. Et si je sélectionne avec ça, ça va sélectionner tout ce qui est noir. Comme ça je pourrais le supprimer par la suite. Donc en fait la baguette magique, elle permet de sélectionner mais par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que lorsque j'ai pas trop de couleurs, que j'ai une couleur qui est bien uniforme, bien noire ou bien grise, quelque chose comme ça, je peux sélectionner. Par exemple, si je sélectionne ce bâtiment là, vous voyez que la couleur elle est pas partout pareil, donc du coup ça fait des sélections qui sont un peu crades. Si j'augmente la tolérance, je pourrais sélectionner un peu plus précisément. Si j'augmente encore, 40 par exemple,
passe à 50, vous voyez qu'au fur et à mesure, il augmente son domaine de, comment dire, son domaine d'erreur, quoi. Voilà. Donc ça, l'outil baguette magique, je vous conseille de l'utiliser lorsque vous avez des images avec très peu de couleurs ou des couleurs qui sont bien uniformes. L'outil pipette permet de pipeter une couleur, donc c'est-à-dire par exemple là j'ai une couleur qui me plaît, je prends l'outil pipette, je vais là-dessus, paf, et là j'ai la couleur qui apparaît directement. Ça c'est l'outil de recadrage, donc je recadre l'image en faisant comme ça. Là, je fais un rectangle de sélection, tout le tour se grise, et si je double-clique, ça recadre mon image. Ensuite, j'ai l'outil tampon de duplication, donc ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. Donc l'outil tampon de duplication, il faut cliquer sur Alt, définir un point de duplication, voilà, celui-là par exemple, et je dupliquerai, donc là vous voyez que j'ai une espèce de croix, et un carré. La croix en fait, c'est ce qui va me permettre de dupliquer, le carré duplique ce qu'il y a sur la croix. Donc là, je ne sais pas si on voit. Le carré en fait duplique tout ce qu'il y a sur la croix. Donc c'est un outil qui permet de dupliquer quelque chose de assez sympa à utiliser. Voilà, donc là, j'espère vous avoir montré comment ça fonctionne un peu. Et voilà. L'outil gomme pour effacer, voilà, donc ça on s'en fout un peu. L'outil dégradé, pot de peinture, je vous ai montré. L'outil doigt, en fait, l'outil doigt, c'est comme sur une... L'outil doigt, je vous conseille d'imaginer, vous avez fait une peinture qui est toute fraîche, et vous mettez votre doigt en haut, et vous allez vers le bas. Ça fait une espèce de couleur. L'outil doigt, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je pars ici, et que je fais ça, ça fait une espèce de couleur. Ça fait flou, ça fait une couleur, voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà. On a l'outil texte qui est très utile, donc l'outil texte c'est ici. On définit une sélection pour mettre du texte. Là je peux taper le texte que je veux, donc là il ne se voit pas. Donc là je sélectionne mon texte. Ici en haut j'ai les paramètres de mon outil. Ici je peux sélectionner la couleur, par exemple mettre du rouge qui va bien se voir. Et voilà, là j'ai du rouge. Là je peux sélectionner la police, la taille, voilà. J'ai aussi un onglet qui est sur la droite ici que je peux afficher. Et puis voilà. Donc chaque fois que je crée un outil texte, ça me fait un outil, quelque chose qui est ici, voilà. C'est un peu un nouveau calque. Donc maintenant je vais passer, on peut donner des effets au calque. Donc pour ça je vais revenir sur ma première image un peu. Mettre l'arrière-plan. Donc si je fais clic droit, option de fusion, vous voyez que là, je peux appliquer des effets à mon calque. Donc par exemple, là je suis sur le calque vert. Je peux lui mettre une ombre portée. Comme ça il y aura une petite ombre. Donc là vous voyez qu'une ombre apparaît. Je peux mettre une ombre interne aussi. Une lueur externe, ça donne une espèce de lueur un peu, voilà. Je sais pas si on voit tellement la différence. Une lueur interne. Un biseautage, donc ça c'est plus pour faire des effets un peu 3D. Donc généralement on fait ce genre d'effet sur les textes, ça fait des trucs assez beaux. Je vais mettre un contour, des trucs comme ça, voilà. Des textures. Donc ça permet de donner des effets au calque en fait, tout simplement. Donc là je vous conseille du bidouiller, de voir un peu comment ça fonctionne. Donc comme je vous l'ai dit, généralement on donne ce genre de trucs, ce genre d'effet au texte. Donc, par exemple je tape du texte, que je vais mettre en noir. Voilà, que je vais mettre tout dessus. Je vais zoomer. Donc là vous voyez mon texte. Et sur ce calque de texte, je peux aller dans clic droit, option de fusion, lui donner un petit effet d'ombre qui est très sympathique, un effet de biseautage qui va lui donner un effet un peu 3D on va dire, un effet de lumière. Donc là j'ai fait une bêtise. Ici vous voyez que j'ai des paramètres à modifier. Donc là je sais pas ce que j'ai fait comme connerie, mais ça fait quelque chose de pas beau. Donc là je vais retourner, voilà. Une ombre portée, un petit biseautage. Donc là je peux modifier un peu les valeurs. Donc là je sais pas si on voit parce que mon texte il est très fin. Donc je vais changer la police, donc je double-clique et je vais prendre un truc un peu plus gros, voilà, genre ça. Option de fusion et je peux donner un petit effet ombre portée comme d'hab et un biseautage. Donc là vous voyez bien je pense. Ça donne un effet de lumière qui arrive par le haut. Donc ici on peut régler d'où arrive la lumière. Vous remarquez que ça modifie l'ombre aussi. L'ombrage, voilà. Et puis voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, section, j'ai expliqué, filtre. Donc là, les filtres, j'allais oublier un peu plus. Les filtres, c'est vraiment quelque chose de très important. Les filtres, en fait,
c'est tout simplement, ça nous permet de donner des effets à nos images. Donc vous voyez qu'il y a plein de filtres. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Galerie de filtres. Et donc là, je sélectionne mon calque photo plutôt. Voilà. Filtre, galerie de filtres. Et comme ça, je peux avoir accès à tous les filtres et voir en temps réel comment ce que ça donne. Donc vous voyez, ça donne des petits effets assez sympas. Sur la droite ici, je peux modifier un peu les paramètres du filtre. Et par exemple, voilà, si je prends un effet barbouillage, c'est sympa, je fais OK. Et j'ai mon petit effet comme ça. 3D, je n'utilise pas, analyse non plus, affichage. Affichage, c'est sympa pour afficher les règles qui sont ici. Voilà. Affichage, règles. Et j'ai des règles. Sur ces règles, je peux mettre des guides. Donc je reste appuyé ici et je peux mettre un guide ici par exemple. Voilà. Comme ça après quand je travaille, je sais où sont mes guides et je sais quoi faire. Donc dans affichage, en fait les guides s'appellent des repères. Je peux effacer les repères que j'ai fait, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Le magnétisme en fait c'est... Je vais vous montrer un peu à quoi ça correspond. Lorsque je fais des guides, lorsque je fais une sélection, automatiquement la sélection va être attirée par les guides. Donc ça c'est le magnétisme, vous voyez que c'est un peu attiré, voilà. Ça se colle dessus. Ça c'est le magnétisme, on peut décider de le mettre ou pas le mettre. Voilà, donc on peut afficher les règles, on doit pouvoir afficher aussi des grilles. Et je fais attention. Vous voyez que j'ai plus cet effet de magnétisme là, voilà, j'ai plus d'effet. Donc CTRL-TD pour les sélectionner. Affichage, donc magnétisme, je vais le mettre. Si j'enlève les règles, ouais, je pensais pouvoir mettre des grilles, mais là je trouve pas comment faire, bon c'est pas grave. Je vais afficher mes règles. Après dans fenêtre, bon ça c'est pour afficher les fenêtres comme je vous l'ai montré, donc vous remarquez qu'il y en a plein des fenêtres. Historique, donc ça c'est l'historique de ce que j'ai fait dans Photoshop. Et je peux revenir en arrière en faisant ça. Au contraire aller en avant, voilà. Avec la petite flèche, voilà, comme ça. Je peux revenir en arrière, en avant. Et puis voilà. Un autre petit détail, je sais pas si j'en ai parlé, les calques, bon je pense que vous avez compris. On peut décider de les masquer en cliquant ici, sur le petit œil. Voilà. Vous remarquez que les effets que j'ai appliqués à ce calque là, ils apparaissent en bas. Et puis je crois que j'ai à peu près tout dit sur Photoshop là. Enfin, je n'ai pas tout dit, mais je pense que vous avez déjà de bonnes bases pour débuter. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, laissez un commentaire sur le blog ou sur le forum. Vous pouvez faire un nouveau topic et j'essaierai de vous répondre. Et puis bonne chance, amusez-vous bien.